Dans cette dernière partie du chapitre 9, nous allons parler du développement cognitif de l'adolescent. On va parler de la merveilleuse théorie de Jean Piaget. On va parler également de David Elkin, qui lui nous parle des particularités de la pensée adolescente qu'il appelle l'égocentrisme, centré sur son ego, sur son nombril. Et on va compléter le tout avec le volet scolaire, dans le sens où qu'est-ce qui fait quels sont les choix que le jeune va faire par rapport à ses études et sa carrière. Donc, puis les déterminants aussi de la réussite scolaire, la motivation et qu'est-ce qui peut aussi entraîner le décrochage scolaire. Pour Jean Piaget, le cognitiviste, le dernier stade de développement cognitif de la personne, ça se produit à l'adolescence, puis il a appelé ça le stade de la pensée formelle. On parle aussi de raisonnement hypothético-déductif. Donc, pour lui, l'adolescent est maintenant capable de faire des hypothèses et des déductions. Avant cet âge-là, il n'était pas capable, il était centré comme sur le concret. L'abstrait, pour lui, ça restait abstrait. On sait qu'à cette période-là de la vie de l'adolescent, même les mathématiques, c'est un exemple où est-ce qu'on exploite, dans le fond, la capacité à faire des raisonnements abstraits. Avant ça, l'enfant est vraiment dans le concret. Addition, soustraction, multiplication, c'est concret. Dans ces expérimentations, eh bien, ce qu'il a fait, il a présenté à des enfants et des adolescents genre d'épreuve, parce que lui, il fonctionne toujours comme ça, en fond, pour évaluer une épreuve qui ressemble à un jeu, mais en fait, c'est qu'un défi cognitif. Là, c'est le défi du pendule. Donc, un pendule, pensez à Freud qui fait de l'hypnose, avec un petit poids au bout d'un fil. Bon, c'est un peu ça, mais à ce moment-là, le pendule, lui, est sur une base fixe. Et on a demandé aux adolescents et aux enfants de trouver de quelle façon le pendule peut avoir une vitesse de mouvement la plus rapide possible. Donc, on dit, bon, tu as le choix de changer les poids. Il y avait différents poids. Tu as le choix de donner un élan plus grand sur le poids, finalement, parce qu'on le faisait bouger, ou de modifier la longueur de la corde. Alors, ce qu'il a remarqué, c'est que les enfants, quand ils voulaient procéder à cette recherche expérimentale-là, eh bien, ils allaient un peu avec l'effet du hasard. Et ils changeaient 2 variables, des fois même les 3 variables en même temps. Je change la grosseur du poids, je raccourcis la corde, sans garder l'idée que tu dois le faire varier une chose à la fois pour après ça arriver à des conclusions par rapport à c'est quoi que ça fait la longueur de la corde, c'est quoi que ça fait le poids et c'est quoi la force avec laquelle je donne l'impulsion. L'adolescent, lui, est arrivé à procéder de façon systématique. C'est ça qui est à la base, dans le fond, du raisonnement de Piaget, de dire quelqu'un qui est rendu là, c'est parce qu'il est capable de faire varier une chose à la fois, le mesurer pour savoir si c'est ça qui est l'impact. Si je vous dis, par exemple, vous êtes allé chez des amis et puis vous avez mangé de la pizza. Vous mangez toujours de la pizza d'habitude. Là, vous avez mangé de la pizza et puis vous avez fait une réaction allergique. OK, ça va bien quand même. T'as juste pas filé, là. Bon, on t'a donné une épipène, tiens, et voilà, on arrête ta réaction allergique. Eh bien, est-ce que ça veut dire que tu es allergique à la pizza? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on devrait faire? À ce moment-là, on devrait vérifier chacun des aliments, la composition de cette pizza-là pour trouver quel est l'aliment qui a causé ton allergie. Ben, c'est un peu ça qu'ils ont fait avec le pendule. Puis la bonne réponse de tout ça, ce qui joue le plus, c'est la longueur de la corde. Voilà. La pensée formelle, elle ne va pas juste s'appliquer à des mesures physiques, sur des trucs qui sont concrets, non. Ça peut porter aussi sur des objets abstraits. Donc, mais bon, la caractéristique de base, c'est donc de passer du concret à l'abstrait. Imaginez un monde meilleur. Tu peux dire, bon, ben, je vis dans telle situation, puis pour ramener la paix dans le monde, qu'est-ce qui devrait être fait? Ils tombent en mode d'hypothèse, puis on sait que nos adolescents, ils sont à cette époque-là, sont très, très créatifs. Ils sont capables de se projeter. Donc, tout ce qui est du réel au possible,
ça va faire partie de leur mode de pensée. Capable de prévoir des conséquences à long terme de ce qui se passe maintenant pour eux. Et on le met face à ça. Donc, quand il est question des choix de carrière, l'adolescent va mesurer, selon ce qu'il souhaite faire dans la vie, quelle option il doit prendre dans ses études s'il veut poursuivre son objectif. Sachant qu'avec le potentiel qu'il a présentement, est-ce qu'il va pouvoir poursuivre ses études dans le champ qui l'intéresse? Ça va être ça. Et bien sûr, je vous ai marqué la résolution systématique des problèmes, faire varier quelque chose un à la fois. Et je vous ai mis ce qu'on appelle la fameuse logique déductive. Dans les mathématiques, l'algèbre, eh bien, vous vous rappelez quand vous faisiez des démonstrations d'épreuves mathématiques, finalement, on devait inscrire si x, alors y est, Donc, les mathématiques, c'était une base pour lui pour comprendre, pour voir si la personne est capable de comprendre l'abstrait. La fameuse pensée abstraite va se retrouver aussi sur le plan affectif. Donc, c'est pas juste des mesures mathématiques que l'on va faire, des prévisions face à l'avenir. Non, c'est que il peut, par exemple, se dire que ses émotions peuvent être dirigées vers quelque chose qui n'est pas palpable. Avant ça, l'enfant du primaire, l'âge du primaire, si on lui demande de nous dire qu'est-ce qu'il aime, ben, il peut dire « j'aime mon chien, j'aime mon chat, j'aime ma mère, j'aime mon père, j'aime la maison, j'aime la pizza, hein, même si elle me rend allergique. » Mais là, non, il va pouvoir dire « j'aime la paix. » La paix, c'est pas palpable. J'aime la justice. J'aime la liberté. Et Dieu sait comment les adolescents, ils se disent « j'ai des droits, j'ai le droit d'être libre. » Ça fait partie de ça. Donc, l'autre particularité aussi, c'est de s'exprimer avec, on dit, avec des images poétiques. Quand vous étiez au primaire, rappelez-vous, on vous demandait à la fête des mères, à la fête des pères, de faire un poème en acrostiche avec les lettres du prénom de votre parent. Et puis, moi, j'ai un souvenir vraiment comique d'une de mes filles qui avait écrit Marjolaine, OK? Le M, son M, le premier mot qu'elle a mis, c'est majestueuse. OK? Ben, j'ai été très touchée qu'elle me perçoive comme majestueuse, mais en fait, je pense qu'elle n'a pas trouvé d'autres mots. Mais pour elle, c'était un superbe poème en acrostiche. Maintenant, elle ne comprenait pas vraiment le sens de ce qui est majestueux, c'est juste un mot dans le dictionnaire. L'adolescent, lui, va se mettre à faire de la poésie. Donc, s'il a parlé d'une jeune fille, ben, il pourrait la décrire comme étant une petite fleur bleue. Okay? Puis comment il se sent déchiré de ne pas pouvoir aller vers elle, parler d'une tourmente, tourmente des vents à l'intérieur des arbres, en tout cas, trouvez, là, je ne suis pas bonne en poésie, là. Ah, comme la neige enneigée, hein? Émile Nelligan, ma vitre est un jardin de givre, ah, comme la neige enneigée. Qu'est-ce que le spasme de vivre? C'est un adolescent. Donc, c'est ça. La neige a neigé. On sait bien que la neige, ça neige, là, mais c'est une figure poétique. Vous comprenez? Ah, il était très torturé d'ailleurs, Émile Nelligan. Donc, dans le romantisme, ils vont exprimer justement, à travers la poésie, leur capacité à transformer qu'est-ce qui est concret en quelque chose d'abstrait. Ça représente autre chose. Quand vous étiez enfant, vous aviez à faire un poème. Une fleur, ça reste une fleur. Là, la fleur, c'est une jeune fille. Vous comprenez. Comme dans toutes les théories, ben, il y a des failles dans la théorie de Piaget. On a découvert, parce qu'on a repris ces expériences, on a essayé d'évaluer autrement la fameuse pensée abstraite et le raisonnement hypothético-déductif qui fait partie de la pensée formelle. Puis on a réalisé qu'il y a des enfants qui l'avaient déjà beaucoup plus tôt qu'à l'adolescence. Puis il a aussi réalisé qu'il y a près du tiers, même la moitié des adolescents de plus de 15 ans qui n'avaient pas encore atteint ce mode-là ou qui l'avaient atteint mais qui ne l'appliquaient pas toujours dans toutes les situations. Donc, puis il a même vu que dans certaines cultures, ce mode de pensée-là, il n'est pas sollicité au quotidien dans la réalisation des tâches au quotidien. Alors, il ne l'applique pas.
Donc, c'est pas une nécessité, c'est pas une finalité. Donc là, Piaget, ben, je dis pas qu'il va se retourner dans sa tombe, là, mais on lui a dit que non. Mais on reconnaît quand même que c'est une des capacités qui va se développer à l'adolescence, puis qu'avant ça, c'est plutôt rare qu'un enfant va être capable de porter ce raisonnement-là. Je le reporte sur moi-même, là, et puis c'est vrai que même si je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour évaluer une situation, faire varier un facteur à la fois, ben, des fois, je fais comme les enfants aussi, essai-erreur, puis finalement, je note même pas ma procédure, puis je me dis, ah, ça a marché, pensez à n'importe quel truc. Moi, c'est des trucs qui sont sur l'informatique, je fais comme, yes, ça a marché. Ils ont dit, comment t'as fait? Je ne sais pas. Heureux hasard. Je me tape pas sa tête, mais je me dis, je suis sûrement pas la seule. Un autre psychologue et chercheur qui s'est tourné vers l'étude du développement de la personne, c'est David Elkin. Bon, il s'est intéressé à d'autres sujets que, bien sûr, la cognition, mais c'est sur ce bout-là que j'ai le goût de vous parler parce que moi, je trouve que c'est beaucoup plus révélateur. Dans ma pensée, quand je repense à mon adolescence, je comprends beaucoup plus facilement ce qui se passe dans la tête d'un ado. Vous allez me dire, ouais, mais tu as eu des adolescents, tu devrais savoir aussi ce que c'est à travers eux. Je vous dirais que je ne peux pas être dans la tête de mes ados, qui sont maintenant rendus des adultes, mais je me souviens très bien de ce qui se passait dans ma tête d'adolescente. Et je suis d'accord avec lui que l'adolescent, c'est un beau gros nombril. Pour ça qu'il parle d'égocentrisme. Centré sur soi, centré sur ses préoccupations. La dernière fois que la personne, l'enfant, ça lui est arrivé d'être centré sur lui, rappelez-vous, c'est à l'âge de 2 ans. La période où il y avait sa crise du négativisme. Donc, il était beaucoup, beaucoup centré. On pouvait discuter avec quelqu'un, puis il ne se gênait pas de couper la parole parce que pour lui, tu dois te concentrer sur lui. Il te parle, donc nécessairement, tu as entendu. Mais là, notre adolescent, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, les traits principaux, il va dire qu'il est immature. Ben, John sait, c'est un adolescent. Mais l'immaturité, elle est sur le plan, ça peut être émotionnel et au plan de la réflexion aussi. C'est ça qu'on va voir, là. Sa façon de gérer les difficultés au quotidien, puis dans ses relations avec les autres, comment il perçoit ce que les autres pensent de lui, ce que lui pense des autres, vous voyez à peu près, là. Donc, il est immature, il est très idéaliste, excessivement critique. Ouais, il est critique. Je vais y revenir. Pourquoi il est critique comme ça? Eh bien, au départ, on sait que son lobe frontal, il est en train de faire du ménage dans ses neurones. Propension à la discussion, ça va avec le critique, puis bien sûr, il est beaucoup plus introspectif, puis on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il pense. Il y en a qui vont beaucoup l'exprimer, puis il y en a d'autres qui vont garder ça pour eux. L'introspection, c'est un regard vers l'intérieur de soi. Propension à la discussion et à l'argumentation. Je vais commencer par propension à la discussion. Avec qui il discute le plus, notre adolescent? C'est pas nécessairement avec ses parents. C'est avec ses amis. Passer des soirées à débattre sur des questions philosophiques par rapport à l'avenir de la planète, par rapport aux relations humaines, à l'amour, au décodage de relations interpersonnelles des gens de votre entourage, c'est incroyable. On se sent vivre quand on est un adolescent, puis qu'on débat ces questions-là avec un de nos pères. C'est vraiment là comme si on avait une explosion d'idées. Tout est possible. Sky is the limit. Donc, on va discuter énormément. Puis l'argumentation, avec qui on va argumenter le plus, c'est pas tant avec nos amis, c'est avec nos parents. Nos parents, puis toutes les personnes qui sont en position d'autorité. Les professeurs, la direction, le coach. On a développé la capacité avec la pensée formelle à remettre des situations en cause et puis de faire d'autres hypothèses par rapport aux faits auxquels on nous a appris à réagir. Je l'ai mis à m'exprimer un peu, là, mais ta pensée formelle fait en sorte qu'il va toujours trouver une façon de revirer la question de bord. Il va te demander, est-ce que tu pourrais me prêter la voiture ce soir pour que j'aille chez mes amis? Le père va dire non.
Alors là, il va dire, dis-moi pourquoi. Moi, ben c'est parce que là, moi, j'en ai besoin le soir, parce que je vois pas pourquoi tu irais chez tes amis ce soir. Il va sortir des choses comme, ben oui, mais j'ai des travaux à faire. Puis tu me dis, papa, que tu en as besoin ce soir. Quand est-ce que tu as sorti la voiture le soir? Pourquoi? Parce que maintenant que je te demande la voiture, tu as décidé que ce soir, tu en aurais besoin. Le père de répondre, ben parce que je trouve que c'est pas nécessaire que tu prennes la voiture, tu as juste à prendre tes petites pattes. Hein? C'est pas si loin que ça chez ton ami. Puis en plus, je t'ai même pas dit que tu pouvais y aller. Ah, papa, tu viens justement de me dire que c'est pas loin chez mon ami, donc que je pourrais peut-être y aller. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te demander si je peux y aller? Et si la mère de mon ami vient me chercher, il est où le problème? Alors, ça peut être des discussions, les amis, infinies. Il argumente. On va parler encore de l'autorité. L'adolescent va critiquer systématiquement l'autorité. Critiquer avec ses amis, pas nécessairement dans leur face. Là. Il ne va pas critiquer ses parents. « Ah, t'es comme ci, ah, t'es comme ça, t'es ben trop sévère. » Il peut le faire aussi, mais il peut aussi le faire parmi son groupe d'amis. Parce qu'il a rencontré, par exemple, les parents d'un de ses amis, des parents qui sont beaucoup plus permissifs, alors que toi, tu as un parent démocratique, c'est cool. Mais mettons que tu as un parent qui est autoritaire, puis tu vois comment ça se passe ailleurs, là, tu vas être capable de trouver tous les défauts. Tes parents, ils descendent de leur piédestal quand tu es rendu adolescent. Avant ça, mon père, c'est le plus fort. Le plus fort, c'est mon père. Comme une chanson de Linda Lemay. Là. Donc, ta mère, sans dire qu'elle est parfaite, tu connais pas autre chose que tes parents, puis le rôle des parents. Là, tu vois qu'ailleurs, c'est différent. Et puis, tu voudrais que ça change. Tu voudrais qu'ils soient aussi parfaits que ce que tu perçois des parents des autres. Les parents des autres ne sont pas plus parfaits. Puis même quand tu vas discuter avec tes amis, eux autres vont souligner l'imperfection de leurs propres parents. Alors voilà, tous ces adultes-là sont des êtres humains. Mais c'est quoi la patente? Okay. Mais c'est des êtres humains, donc ils ne sont pas parfaits, mais on n'est pas prêt à leur pardonner de nous avoir menti sur leur imperfection. L'indécision, ça vous dit quelque chose, hein? Incapable de prendre des décisions par rapport à des choses toutes simples du quotidien. Juste, qu'est-ce que je vais mettre ce matin? Parce qu'oubliez pas, hein, il est en période de transformation. Son corps, ben, cette transformation-là ne fait pas toujours son affaire. Il veut paraître à son meilleur. Donc, le matin, il met quelque chose. Ah, non, c'est pas moi ça ce matin. Ou il leur sert pas. J'ai encore dans l'image, là, je parle pas de moi, là, mais ça m'est arrivé aussi. Je pense à une de mes filles, entre autres, que elle se levait extrêmement tôt le matin, justement pour faire son auto-parade de mode devant son miroir pour être sûre d'avoir les bons vêtements pour son feeling d'aujourd'hui. Alors, c'est ça, fait que ça défilait, puis des fois, on va dire « Hey, grouille-toi, là, on va arriver en retard, j'allais reconduire à l'école. Hey, grouille-toi, là, hein? As-tu fini par te brancher? » Je lui ai même suggéré, j'ai dit « Fais ça la veille, OK? Fais ça la veille. » Impossible, maman. Je sais pas comment je vais filer. Mais prépare-toi au moins 3 petits kits. Hein? On ne sera pas obligé de t'attendre, là. T'sais. La coiffure, c'est pareil. Le toupette, vas-tu à droite, vas-tu à gauche? Faut-tu qu'il soit frisé? Faut-tu qu'il soit plat? Bon, là, je parle des filles, mais les garçons aussi. On peut avoir une préoccupation de cet ordre-là. Qu'est-ce que je mets un matin? Ah non, mais je l'ai mis hier. Puis il y a du monde qui va savoir que je l'ai mis hier. Hein? C'est là qu'on voit, là. On voit le nombril centré sur lui se retrouve en plein là. Un autre exemple d'indécision auquel je fus confrontée personnellement. Vous voyez, je suis très, très proche de mon adolescence. Pourtant, j'en suis à des années-lumière. On s'en va au chalet la fin de semaine. Et puis, je me dis qu'il faut que je fasse mes devoirs. On a des devoirs à faire quand on est rendu ado, là, la fin de semaine. Mais en même temps, je me dis, Colin Dabin, il fait beau dehors. Il faut que je profite du beau soleil qu'il y a là.
Et là, je me dis, ouais, mais si je fais pas mes devoirs tout de suite, j'aurais plus le goût à la fin de la journée de les faire parce que j'ai telle émission de télé que je veux écouter en direct parce que c'est mon émission préférée. À cette époque-là, il n'y a pas besoin d'affaires en différé. Hein. Donc, non, je peux pas aller. Il faut que je fasse mes devoirs tout de suite. Mais aussi que j'ai besoin de prendre l'air. C'est bon pour la santé de prendre l'air. Mais sortir juste pour 15 minutes, là, c'est pas ça, prendre l'air. Puis aussi, si je sors pour plus longtemps, j'ai remarqué que d'habitude, je m'endors après. Donc, si je m'endors après, puis je fais une petite sieste, puis je passe tout droit, ben là, ça veut dire que j'aurai pas le temps de faire mes travaux. Et puis là, je vais manquer mon émission, c'est sûr, parce qu'il faut absolument que je fasse mes devoirs, parce que je sais que dimanche, dimanche, c'est la pire journée pour faire des devoirs, ça me rentre pas dans la tête, je suis mieux le samedi. Qu'est-ce que je fais? Bon, tout ce questionnement-là prend tellement de temps qu'on est rendu à 14 heures l'après-midi, surtout que je m'étais élevée comme à 11 heures. Pourquoi? Parce qu'un adolescent, il faut que ça dorme beaucoup. Puis la veille, eh ben, j'avais écrit de la poésie. C'est pas vrai, là. Donc, j'avais mes lectures d'adolescents, hein, ou d'adolescentes sur les jeunes qui avaient des problèmes de drogue. Des jeunes filles qui avaient été... il y en a un qui s'appelle Christiane F. Moi, droguée, prostituée. Le pire, c'est que ce livre-là, je ne sais pas si votre mère l'a lu ou votre père. C'est plus les filles qui lisent ces affaires-là. Mais moi, je l'ai prêté à mes enfants. Ils l'ont toutes lu. Ils ont dit, oh, wow, ça, c'est une vraie lecture d'adolescence. C'est basé sur des faits vécus à s'identifier. Fait que des fois, je me couchais extrêmement tard pour compléter la lecture de ce merveilleux volume. Et j'avais d'autres volumes similaires. Alors, je me levais tard. Fait que comment je vais répartir mon temps? Il faut absolument que j'ai fait ça. Oh, ça me tente plus. OK, celle-là, je l'aime beaucoup. La fabulation personnelle, la fameuse pensée magique qui fait que, comme adolescent, tu penses que tu es un être spécial. Tu as sûrement un don particulier. Tu es quelqu'un d'unique sur lesquels les lois naturelles n'ont pas d'effet. Il y a même des adolescents qui peuvent se croire investis de pouvoirs surnaturels. Tu dis, moi, ça ne m'est pas arrivé. Hey, moi, oui. En fait, c'est que j'avais une amie qui, elle me disait qu'elle voyait les auras du monde. Je sais, premièrement, c'est quoi ça de l'aura, là? Ah, c'est comme une lueur énergétique autour du corps d'une personne, tu sais. Puis elle voyait ça, mais moi, je ne vois pas les auras, comment ça? Puis j'y croyais tellement, parce que tu dis, ouais, mais ça doit être une mythomane, cette fille-là, mythomane. Ben, peu importe, moi, je la croyais, c'est ma meilleure amie. Elle m'avait dit à un moment donné, tu sais, la voisine d'en face, j'avais été chez elle, la voisine d'en face, une personne très, 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 très âgée. Elle dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, elle a une aura violette. Oh mon Dieu, c'est intense, le violet. C'est quoi qui se passe avec son aura violette? Elle va mourir. Non, c'est la mort, l'aura violette. Là, j'ai comme, c'est incroyable, mais je me trouvais poche de ne pas l'avoir. Puis pourquoi j'ai cru que finalement elle voyait toutes les auras? C'est parce que 2 jours après, effectivement, j'allais dire la vieille est morte. Ouais, mais t'es extrêmement vieille. OK, t'es probablement vieille et malade, là. Mais ça a donné que j'étais chez mon ami cette fin de semaine-là, puis les ambulances sont venues le chercher. Je suis comme, j'avais raison. C'est quoi mon talent? Moi, je dois bien en avoir un. Bon Dieu, bonsoir! Alors, j'essayais de faire bouger des objets par mon regard. Je fixais des trucs, j'essayais de déformer des cuillères. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Mais ce que je trouvais que j'étais capable de faire, par exemple, avec mon regard, je fixais les gens dans les yeux. Okay? Puis l'impact que ça avait, c'est qu'ils détournaient le regard. Mais oui, mais c'est clair. C'est pas un pouvoir surnaturel, là. Tu fais chier, tu clignes pas des yeux. On pense qu'il te manque une petite botte en haut, là. Ben, moi, c'était ça. C'était ça mon pouvoir surnaturel. J'ai arrêté d'y croire à un moment donné, c'est sûr, là. Mais j'arrête tellement ça, aimer être spécial. Puis à cette époque-là, il sortait des films aussi. Carrie, tu sais, la jeune fille qui avait justement des dons de télékinésie, ces choses-là, là. J'aurais aimé ça être de même, là. C'est pas que tu crois tant que ça à ça, mais tu dis, si on a fait un film là-dessus, il y a peut-être une petite couche de vérité, mais on aime ça aussi, les affaires mystérieuses. Un autre exemple de fabulation personnelle ou de pensée magique auquel je n'ai pas personnellement été confrontée, mais qui se retrouve dans des situations où une jeune fille deviendrait enceinte.
parce que bien sûr, elle a eu une relation sexuelle non protégée, et puis qui se dit que elle apprend la nouvelle, elle passe le test de grossesse. Premièrement, en regardant le plus, ça doit être un faux plus. C'est possible, on lui a dit que c'était possible, ce qui est tout à fait faux. Tu peux avoir un faux moins, mais tu peux pas avoir un faux plus. Ça prend des bêta-HCG dans ton urine pour qu'on sache que ça fasse le petit trait vertical sur le petit moins. Mais c'est ça, cette jeune fille-là est enceinte, puis elle se dit, bon, premièrement, j'en veux pas d'enfant, et puis je vais arrêter d'y penser, et fait que ça va s'en aller. Je vous dis ça, c'est pas fort. C'est pas fort comme pensée magique. Parce qu'un peu comme dans l'émission Enceinte sans le savoir, eh bien, on va se retrouver avec une situation qui va avoir un beau petit poupon dans une poussette. Ben, l'illusion d'invincibilité, ça dit. Ils vont faire des choses extrêmement dangereuses en se disant que ça ne peut pas leur arriver à eux. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont trop jeunes, ils ne peuvent pas mourir, c'est sûr. Puis que rouler vite, c'est pas un problème. Ils ont des super réflexes. Puis prendre de la boisson, même s'ils en prennent, ils sont capables de tasser le feeling, le temps de se rendre à la maison. M'a dégrisé vite, vite, vite. Moi, j'ai pas ces problèmes-là. Donc ça, c'est ça qui va amener nos fameuses conduites à risque dont on a parlé, puis qu'il y a parfois un destin funeste au bout de ça. Ah, celui-là, je l'aime, le petit dernier, la conscience de soi excessive. J'aime bien le terme auditoire imaginaire, parce que c'est vraiment vécu un peu comme ça. Donc, l'adolescent, il a tendance à croire qu'il est le centre d'intérêt des autres autour. Pourquoi il pense ça? Ben, c'est qu'il est tellement centré sur son nombril qu'il se dit que les autres doivent se préoccuper de lui autant que lui se préoccupe de lui-même. Il les perçoit, ces changements, dans sa vie, dans son mode de pensée et tout ça. Puis pour lui, c'est tellement évident qu'on le voit en train de changer que les autres ne pensent qu'à ça. Un adolescent rentre à la maison et ses parents sont dans la cuisine, ils se bidonnent, ils sont fait des blagues. L'ambiance est très bonne. Ben, il va rentrer, puis il peut devenir extrêmement marabout en disant, ben c'est ça, vous riez de moi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle que ça? C'est centré sur lui-même. La jeune fille qui vient d'avoir sa première relation sexuelle. Elle arrive à l'école le lendemain, puis toute mal à l'aise, regarde les autres, puis elle regarde les autres avec un peu d'intensité ou de détresse dans le regard, puis elle se dit, ça doit paraître dans ma face hein, que j'ai fait l'amour pour la première fois hier. C'est un petit peu ça, la conscience de soi excessive. Au bal définissant, la jeune fille, elle a sa belle robe. Là, je vous parle de jeune fille. Je vous ai parlé de l'adolescence. Toutes les filles vont avoir la plus belle robe, de plus belle. Bon, tu as une magnifique robe qui te va très bien. Et là, au plat, durant le souper, tu as échappé une petite goutte de sauce sur ta robe. Puis ça fait une petite trace. Tu fais comme merde. Là, il faut que je passe pour aller chercher mon diplôme. Tout le monde va voir. En principe, le diplôme a été remis avant. En tout cas, tu t'en vas sur la piste de danse, mettons. Tu es sûr que tout le monde va voir que tu as sali ta belle robe bleue azur avec une petite tache de sauce beige. Mais les autres ne voient pas ça. Pourquoi ils ne voient pas ça? Parce que tous les autres sont centrés sur leur propre tache de sauce. Dans le sens où ils sont trop en train de se regarder eux-mêmes, savoir si leur tenue, elle est parfaite, s'ils sont les plus parfaits des parfaits. Là, c'est vraiment une situation dans laquelle on est très centré sur nous-mêmes. Hein? La belle définition. C'est quelque chose. Un dernier aspect qui est lié à la conscience de soi excessive, c'est que l'adolescent, on appelle ça le narcissisme adolescent. Bon, OK, tu regardes ton nombril, ouais, mais tu dis non, mais c'est pas vrai. Un adolescent, il regarde son nombril et il se trouve pas parfait. C'est pas ça qu'on a comme image dans le narcissisme. Le narcissisme, c'est de se dire que émotionnellement, ce que je vis, je suis le seul à vivre ça. Positif comme négatif.
Je suis tombée en amour. Mais la façon dont je vis l'amour, là, c'est incompréhensible pour personne d'autre. Même mes amies de filles, qui, elle a un chum, elle pense qu'elle est en amour. Mais le vrai de vrai amour, c'est moi qui le vis. Parce que c'est impossible que quelqu'un d'autre éprouve cette intensité-là comme moi je le vis. Voyons donc. Même chose pour la peine d'amour. Il t'a quitté. Ben, la douleur, c'est une douleur extrêmement intense que personne ne peut comprendre. Même si ta meilleure amie, ton meilleur ami te dit « Oui, je le sais, je l'ai vécu, moi je sais ce que c'est. » Ben non, c'est impossible, parce que toi tu vivais pas l'intensité d'amour que je vivais, donc c'est sûr que tu peux pas comprendre l'intensité de la douleur que je ressens présentement. C'est centré, c'est ça, sur lui. C'est son narcisse. Ici, on a un tableau qui est dans votre volume, avec des exemples. Je ne suis pas toujours d'accord avec les exemples des volumes, justement. Le premier, illusion d'invincibilité. Camille a des relations sexuelles non protégées. En quoi c'est l'illusion d'invincibilité? Bon. Je pense qu'il le voit comme je ne serai pas touchée par la grossesse, là. Mais moi, je le perçois beaucoup plus comme étant de la fabulation personnelle. Ça ne peut pas m'arriver. Un peu comme je vous disais, je vais arrêter d'y penser, ça va s'en aller. J'ai un contrôle parfait sur mon corps, et puis si je tombe enceinte, ben, je vais pouvoir désagréger le produit de conception. En tout cas, ils sont interreliés, faites-vous-en pas. Ces deux-là, illusion d'invincibilité, fabulation personnelle, moi je trouve que dans les mêmes exemples, on va retrouver ces deux conditions-là. Je suis un être spécial au-dessus des lois de la nature et à qui rien ne peut arriver. Ça arrive juste aux autres. Un autre élément que je n'ai pas parlé précédemment, puis pourtant qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie apparente. Dans le langage commun, hypocrite, c'est quelqu'un qui cache quelque chose, c'est un double face. C'est pas ça. Premièrement, c'est pas conscient. Qu'est-ce qui est l'hypocrisie apparente? C'est que l'adolescent, il va prôner certaines valeurs, mais va faire le contraire des valeurs qu'il prône. Il ne se rend pas compte qu'il est en dissonance. Des fois, on va parler même de dissonance cognitive. Il y a une idée qui ne va pas avec une autre idée. Il y a une valeur qui ne fit pas avec une autre valeur qui clame tout haut. Donc, l'hypocrisie apparente, c'est ça. L'exemple qu'ils ont mis là, ici, il a marqué Norberto. Wow! Norbert a la cause écologique très à cœur, mais il ne se soucie guère de la pollution que produit sa vieille voiture. Encore là, l'exemple, je ne l'aime pas parce qu'est-ce que Norberto a les moyens de s'acheter une autre voiture? On flush cet exemple-là, je vous en donne un autre, personnel. Je suis en train de laver de la laitue pour une salade, bien sûr, et je fais couler l'eau sur les feuilles de laitue. Ensuite, je les mets dans les soreuses à laitue, et là, ma fille passe derrière moi, sacre carrément une claque sur le robinet, et elle me sermonne. « Maman, tu gaspilles de l'eau. Tu es en train de je ne vais pas dire user, là, mais en tout cas, les ressources de ma planète, c'est ça. Tu dépenses les ressources de ma planète sans en avoir conscience. » Oh, là, je la regarde, j'ai comme, oui, t'as raison, je vais mettre de l'eau dans l'évier, je vais désinfecter mon évier, je vais mettre de l'eau dans l'évier, je vais essayer de là-dessus. T'as raison, c'est beau. Je vais faire attention, ma fille. Tout de suite après, mademoiselle se dirige dans la salle de bain, prend sa douche pendant 20 minutes, après ça, se sèche les cheveux à tout vent pendant un autre 20 minutes. Dites-vous bien que j'y ai ramené sur le nez. Oh, les ressources de ta planète. Hein? Mais n'oubliez pas, l'argumentation, elle avait une bonne raison. C'est pas pareil, ça. Ça, c'est de l'hygiène corporelle. Oh, mais le séchage de cheveux, hein? Oh, c'est important parce que ce soir-là, il fallait qu'il soit tout bien placé. En tout cas, vous voyez, c'est un petit peu ça là, qui va se passer dans sa tête. Tu remets en pleine face, il conscientise un petit peu, mais bon, voilà. Un autre exemple, les plastiques. Hein?
plastique. Comme parent, tu te fais ramasser par ton adolescent parce que tu ne te sers pas de sac écologique puis tu as pris des sacs de plastique parce que tu n'as pas pensé d'amener ça. Pourquoi tu les laisses dans la maison? Tu devrais tout de suite les mettre dans la voiture pour être sûr de les avoir quand tu fais l'épicerie. Bla, 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 bla. OK, c'est beau, j'ai compris, je le sais, va donc les mettre dans la voiture, maintenant. Mais, demande, hey, t'as-tu acheté mes petits contenants de jus, mes petits bouts de fromage Petit Québec, comme déjà préemballés? Hey, c'est des plastiques, ça? C'est du suremballage? Ouais, mais quand j'amène des morceaux de fromage dans un bocal, ils viennent tout gluants. C'est pas mangeable. Puis finalement, ben, je perds le fromage. C'est pas pareil. C'est jamais pareil.